Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Patricia Serin. Bonsoir Patricia. Bonsoir Sana, bonsoir Annelise et bonsoir à toutes les personnes qui écoutent et regardent cette vidéo. Coucou. Comment tu vas? Très bien, je suis vraiment contente de partager ce moment avec vous et de parler de ces enfants, de ces personnes indigos qui intriguent et qui ont vraiment besoin d'être connues, comprises et d'être accompagnées pour donner le meilleur d'eux-mêmes à la société d'aujourd'hui et de demain. Merci. Et coucou Sana aussi, parce qu'on fait une conférence toutes les deux ce soir. Oui, coucou. Et bonsoir Patricia, bonsoir Annelise et bonsoir à toute la communauté aussi qui nous rejoint, que ce soit en live ou en replay. Et je suis ravie de pouvoir accueillir Patricia ce soir et qu'on puisse effectivement parler des enfants indigos. On en entend toujours parler à droite et à gauche, et puis on a vraiment eu l'occasion aujourd'hui d'avoir une experte et de pouvoir en plus avoir 3 ateliers autour de cette thématique. C'est très puissant. J'ai hâte de commencer. Tout à fait. Alors, merci beaucoup Patricia pour ta présence. Toi, tu es psychologue et tu accompagnes les enfants indigos, les adultes indigos. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ton travail pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. Oui. Ça fait plus de 40 ans que je travaille. Et en fait, j'ai été sensibilisée très très tôt à ces phénomènes autour de l'enfant indigo, parce qu'il semblerait que moi-même, j'ai un certain nombre de caractéristiques de ces enfants-là, que j'avais enfant et que j'ai compris plus tard. Et lorsque j'ai vécu une expérience de mort imminente à l'âge de 19 ans, je commençais tout juste mes études de psychologie. Et il m'a été confirmé, quand j'étais de l'autre côté, voilà, c'est une image naturellement, que c'était très juste que je suive ces études de psychologie et que je serais amenée à accompagner des enfants, des familles différentes, et notamment des personnes qui ouvriraient le chemin pour aider à la transition que nous sommes tous en train de vivre, hein, un grand chamboulement avec nos sociétés, et que ça allait se dérouler sur plusieurs dizaines d'années. Donc j'ai eu cette préscience très tôt, et c'est lorsque j'ai intégré le réseau des professionnels de santé de l'INRES dans les années 2010, l'INRES, l'Institut national de recherche en expérience extraordinaire, qui est maintenant inexploré et qui avait été fondé par Stéphane Alix. Nous avons eu le réseau des professionnels de santé, énormément de questions, de témoignages d'adultes qui eux-mêmes vivaient des expériences extraordinaires, car l'indigo, et on va en parler, vit beaucoup d'expériences extraordinaires, à des caractéristiques très particulières, une grande ouverture spirituelle, et des familles qui avaient des enfants, des éducateurs, des médecins qui avaient des enfants autour d'eux qui présentaient ces caractéristiques, et ils étaient très très démunis. Ils ne savaient pas comment les accompagner, comment les aider aussi, parce que ce sont des enfants différents, des enfants qui sont neuroatypiques. Et c'est à partir à la fois de mon expérience personnelle, professionnelle, et grâce aussi à ce réseau des professionnels de santé et tous les témoignages qui nous ont été laissés, que en fait, je me suis vraiment penchée sur ce phénomène des enfants indigos. Oui. Évidemment, je vais revenir sur l'historique de ce mot. Et en cherchant des informations, simplement pour répondre aussi aux questions des gens, je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu, en tout cas de la part de psychologues, de psychiatres ou de médecins spécialisés, de pédopsychiatres, très très peu de choses sur ces enfants-là. Outre-Atlantique, et ici même en Europe, en tout cas dans la francophonie, vous avez des témoignages, des livres qui sont écrits par des médiums, par des journalistes. Mais en fait, en France, il y avait peu et même pas du tout, d'ouvrages qui étaient totalement consacrés à ces enfants-là. J'ai des collègues qui en ont parlé, hein, quand vous pouvez, si vous procurez ce livre, Les enfants indigos, il y a toute une bibliographie qui vous permettra de voir les personnes qui en ont parlé, mes collègues, lors de leurs propres ouvrages. Mais un livre vraiment consacré à ces personnes-là, je ne l'ai pas trouvé, et donc je l'ai écrit à partir des témoignages que j'ai reçus de mon expérience, et puis aussi des ouvrages que je cite en bibliographie, de médiums et de journalistes qui témoignaient de leur vécu, de ce qu'ils avaient, comment ils pouvaient évoluer aussi avec ce qu'on peut appeler des dons pour certains. Enfin, en tout cas, on a tous des dons, mais là, ce sont des dons qu'on pouvait appeler auparavant paranormaux, et une ouverture à la spiritualité que tout le monde n'a, même si on serait
on aurait tous la capacité, la possibilité au fil de notre développement. Donc voilà un petit peu l'histoire résumée de qui je suis, pourquoi je me suis intéressée à ces personnes, et jusqu'à écrire ce livre pour pouvoir partager au plus grand nombre, puisque bon, moi j'ai une patientèle, mais je peux évidemment pas recevoir très logiquement toutes les personnes qui auraient ces caractéristiques et qui se poseraient ces questions. Donc en écrivant ce livre, en faisant des témoignages à partir d'interviews, d'ateliers comme ce que vous proposez ce soir, et merci beaucoup de me donner la possibilité de partager tout ça. J'espère des conférences, j'espère pouvoir sensibiliser à la fois évidemment l'entourage de ces enfants-là, que des adultes puissent se reconnaître et comprendre pourquoi ils ont eu ce parcours qui n'est pas facile, et ce que je souhaite, que des spécialistes, médecins, psychiatres, des éducateurs, des psychologues naturellement, puissent prendre le relais, et des chercheurs, et mieux comprendre, mieux étudier les phénomènes de ces enfants-là, de ces adultes-là, pour que, c'est ce que je souhaite de tout cœur, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien ces personnes-là ne seront plus des personnes hors du commun, ce seront des personnes comme tous les autres, chacun est sur cette terre ayant des caractéristiques, et on a tous à cœur que nos caractéristiques, quelles qu'elles soient, puissent aider à la société, puissent apporter quelque chose à la société. C'est vraiment voilà mon cœur de travail, que chaque personne qui puisse venir me voir, que chaque personne qui est en besoin de développement personnel puisse donner la meilleure version de soi-même, et rayonner, puisque c'est ce que ces enfants, et les plus récents, je serais amenée à en parler, les enfants cristal arc-en-ciel, en fait, ce sont des enfants qui sont déjà simplement dans leur rayonnement. Bien entendu, il faut les reconnaître et les accompagner, alors que les enfants, ce qu'on appelle les enfants indigos, c'était des enfants qui sont plus anciens, des enfants qui ont maintenant 50, 60, 70 ans, même beaucoup plus, et qui étaient arrivés pour défricher. C'est pour ça qu'on les appelle parfois des guerriers de lumière, parce qu'ils se sentaient très très seuls, alors que maintenant on en parle quand même beaucoup plus, même si ça reste un peu confidentiel, et que justement les interviews et les ateliers comme ce soir vont permettre de mieux les comprendre. Merci beaucoup. Alors, on est entre indigo ce soir parce qu'on a Danielle. J'ai posé des questions. Elle a dit « Je suis indigo », donc oui. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup des indigos? Je ne commence pas les questions, ce n'est pas encore l'atelier. On va présenter des ateliers ce soir, mais j'ai juste une question. Est-ce qu'il y en a beaucoup, Patricia, des indigos? Je pense qu'il y en a certainement beaucoup plus qu'on imagine. Et surtout les nouveaux indigos, c'est-à-dire que tous ces nouveaux enfants qui arrivent en nombre et qui n'ont pas nécessairement parmi leurs aïeux un aïeul qui pouvait être soit médium, soit barreur de feu, soit magnétiseur, ce qui était plus souvent le cas auparavant. Maintenant, on voit, ça c'est le témoignage dans ma patientèle, et parmi les gens qui nous déposent aussi des témoignages sur le réseau des professionnels de santé, l'INRES, des personnes qui se disent, mais ces enfants-là, comme dans une classe d'âge, un professeur des écoles, on en avait un de temps en temps, et maintenant il y en a même plusieurs dans la classe. Donc c'est aussi à partir des témoignages que l'on peut imaginer. Maintenant, il n'y a pas de statistiques véritablement, on peut imaginer, et j'espère que des chercheurs se pencheront justement sur le sujet. C'est une des raisons pour lesquelles voilà, je porte la parole de ces personnes-là. Il y en a beaucoup plus. Et là, je rejoins le travail qu'a fait Dolores Cannon, qui a écrit entre autres les 3 vagues de volontaires pour la nouvelle Terre, pour changer le monde. Et je pense que ces personnes-là, ces nouveaux enfants aussi, viennent en nombre pour accompagner, ce que je disais tout à l'heure, pour accompagner un changement de paradigme pour notre civilisation, parce qu'on se rend compte qu'on est à bout de course. On est dans une société qui est, et on le sait tous, qui est trop matérialiste, trop centrée sur le gain, sur l'appât, qui manque de générosité, d'ouverture et de cœur. Et ces enfants-là, justement, ils sont pleins de ce cœur pour pouvoir apporter quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus généreux. En fait, pour apporter de l'amour, hein, c'est eux qui le disent, les petits. Certains me disent, moi, je suis arrivée là pour apporter de l'amour. C'est très touchant de pouvoir les entendre. Merci.
Merci beaucoup, Patricia. Alors, sans plus attendre, je vais te proposer, Patricia, de nous présenter les 3 ateliers qu'on a la chance de vivre avec toi sur le grand changement. Et ce soir, c'est l'atelier, le premier, l'enfant indigo, son origine et son actualité. Est-ce que tu peux nous en parler de ces 3 ateliers et pour que les personnes puissent nous rejoindre? Alors, dans ce premier atelier, je reviens sur l'origine, la définition de ce qu'est un indigo, et je parlerai aussi évidemment des arcs-en-ciel, de tous les autres enfants, les starseeds, enfin toutes les nominations qu'on peut leur donner, les enfants du présent, les enfants actuels, etc. Je donnerai des caractéristiques que je vais définir sur les enfants indigos, par exemple l'hypersensibilité, l'empathie, ce genre de caractéristiques. Je vais décrire un certain nombre de critères dans lesquels les personnes pourront se reconnaître. Et par exemple, si sur une petite vingtaine de critères, les gens se reconnaissent au moins dans la moitié des critères, ils pourront se dire qu'ils sont enfants indigo. Et dans la dernière partie, ça pourrait être aussi des réponses aux questions, je proposerai des aides, comment aussi aider un enfant indigo, comment lui permettre de développer ses qualités, comment faire avec son hypersensibilité, puisque la plupart sont hypersensibles. Donc voilà un petit peu ce que je vais, les conseils en fait à la fin. Lors du deuxième atelier, là on va explorer les différentes catégories d'expériences extraordinaires. Donc là on pourra parler de radiesthésie, de télépathie, de psychokinèse, de toutes ces caractéristiques qu'un certain nombre d'enfants indigos peuvent avoir. On pourra aussi parler de VSCD, c'est-à-dire les vécus subjectifs de contact avec les défunts. Et là, on n'a pas besoin d'être indigo pour le vivre, mais je pense que ça parlera beaucoup aux indigos qui ont des capacités de canalisation aussi, et pour un certain nombre de pouvoir voir les défunts. Et également, on peut parler des expériences de mort imminente qui sont chez certaines personnes des révélateurs de dons, puisque selon moi, on pourrait tous avoir un certain nombre de dons, mais qui vont parfois se révéler à l'occasion d'une épreuve, d'une maladie ou d'une expérience extraordinaire. Également de ces personnes qui sont des indigos qui s'ignorent et qui ont dû, par la force des choses, parce qu'ils étaient dans un environnement qui parfois est toxique, qui ont refoulé toutes leurs capacités, et comment pouvoir les aider à reprendre conscience, à identifier quelles sont leurs capacités et comment reprendre confiance et pour pouvoir les exprimer, justement pour ne plus être à côté d'eux-mêmes, parce qu'il y a des personnes qui, en fait, qui n'exploitent pas leurs capacités, qui sont à côté d'eux. On le voit avec des personnes qui, au bout d'un moment de vie, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, se rendent compte qu'ils sont complètement enfermés dans une matrice et qu'ils ont absolument besoin de sortir pour pouvoir utiliser tout leur potentiel. Donc ça, on pourra aussi travailler là-dessus. Et lors du dernier, donc ça, ce sera l'atelier du 15 mai. Oui. Et l'atelier du 5 juin, je pense que là, il pourra y avoir un certain nombre de questions qui viendront suite aux 2 premiers ateliers, peut-être des personnes qui auront écouté l'interview que vous m'avez consacrée. Ainsi, chacun pourra donner son avis, poser des questions et je reviendrai sur les détails qui peut-être que j'ai oubliés ou qui demandent à être approfondis à partir de ce que l'on a fait les 2 précédents ateliers et l'interview que vous aviez fait sur mon travail. Merci. Merci Patricia. Alors, je tiens à préciser aussi que ce soir, vous allez avoir aussi l'occasion de bénéficier d'une offre aussi particulière. Si vous cliquez donc dans le lien que Annelise vient de mettre dans le chat, avec le code, vous aurez un code en fait de réduction pour pouvoir accéder à ces ateliers. Donc, je vous invite vivement à cliquer sur cette page. Je vous donne le code, hein. C'est Serein50, mais je vous invite à rentrer sur cette page pour pouvoir indiquer ce code et vous aurez donc 50% là de réduction, donc ce qui vous permettra quand même d'accéder encore plus facilement à ces 3 ateliers. Vous l'aurez bien compris, de qualité avec notre experte et puis surtout vous aurez accès au replay. Donc même si à un moment donné vous n'avez pas tout saisi ou que vous avez besoin de revenir dessus,
Et bien voilà, et puis vous avez 3 temps avec Patricia, donc ce qui vous laisse des espaces aussi pour réfléchir mûrement, et puis au fur et à mesure des ateliers, étoffer vos pensées et poser vos questions sur l'ultime atelier. Ces ateliers sont disponibles, donc je l'ai dit en replay, mais de manière infinie. Donc il n'y a pas de date de péremption. Donc si vous voyez ce petit live-là en replay, vous pouvez accéder à tout moment à ces ateliers. Merci beaucoup, Zana. Merci. Alors, on va très bientôt regagner donc le premier atelier et je vais faire mes petits clics. Et en attendant, est-ce que Patricia, tu peux nous expliquer, est-ce que ces ateliers, ça peut être pour des indigos perdus, tu vois, soit des indigos qui sont ravagés par la vie, soit des personnes qui s'autodétruisent, soit des gens qui se disent mais moi, je suis révoltée, je supporte pas cette société, je suis plus énervée qu'autre chose. Donc, c'est pas les petits enfants cristaux tout gentils qui rayonnent, mais voilà. Et en même temps, ils se disent ah bah tiens, je tombe sur Patricia Serin, et si c'était mon soir pour enfin pouvoir faire la paix peut-être avec la terre. Tous les indigos sont hypersensibles. Donc on sait que l'hypersensibilité, l'hyperesthésie, c'est-à-dire le fait de ressentir plus fort tous les stimuli extérieurs, ça peut amener chez des personnes qui vivent dans des conditions difficiles, soit un environnement humain, soit un environnement comme les villes, un environnement pollué, dans un contexte qui peut être parfois malheureusement maltraitant. Ce sont des personnes qui soit effectivement vont essayer de se révolter, certains le font, mais malheureusement la majorité autour d'eux fait que ça se retourne très très souvent contre eux. Et on voit parmi les indigos des personnes qui masquent leur capacité, qui retournent leurs dons contre eux avec de l'autodestruction, avec de la dépression. Et ça, c'est malheureusement, j'en parle dans le livre à propos de ces enfants, de certains de ces enfants qui alertent leur famille parce qu'ils ont l'air effectivement, ou bien ils sont agressifs. Malheureusement, un certain nombre se font aussi à l'école, ils se font rejeter. Et c'est très très compliqué parce que certains sont déscolarisés. Enfin, il y a vraiment des grandes difficultés du fait que ces enfants sont neuroatypiques, qui sont différents. Et à chaque fois qu'on est différent, malheureusement, ça pose question puisque ça dérange. Et surtout des enfants hypersensibles qui ont des capacités et des dons, ça peut susciter l'incompréhension, mais ça peut susciter aussi le rejet et la jalousie. Et que ce soit parmi les enfants ou les adultes, un certain nombre d'adultes en fait qui vivent à côté de leurs capacités, qui ont l'impression de ne pas vivre leur vie, qui ont l'impression d'être étrangers à cette terre, qui ne comprennent pas. Eh bien, l'idée, c'est de comprendre beaucoup mieux comment ils fonctionnent, d'avoir des conseils, hein, ce que je vais faire, pour pouvoir exploiter leurs possibilités, et quitte parfois effectivement à changer, à accepter et à avoir le courage parfois de changer un certain nombre de choses pour se sortir du milieu extrêmement perturbant et agressif dans lequel ils peuvent évoluer. Parce que ce que l'on n'exprime pas, malheureusement, on le retourne contre soi, ou bien on le retourne contre les autres. Et on voit certains de ces enfants, parce que les indigos, comme tous les enfants, ont des caractéristiques. Certains sont très rêveurs, d'autres sont au contraire hyperactifs. Et on voit des enfants qui vont déranger la classe, parce que leur seule possibilité d'exprimer leur sensibilité, c'est de perturber les autres. Donc, ils sont punis, et du coup, ils trouvent ça tout à fait injuste, ce qui est logique. C'est encore pire, ils se sentent encore plus incompris. Et là, on a affaire à des enfants, à des familles qui sont encore plus démunies, des adultes qui parfois vivent complètement en marge, qui n'exploitent pas leur potentiel, et c'est vraiment trop, trop, trop dommage. Ah oui, tellement. Merci beaucoup, Patricia. Moi, je tiens vraiment à te remercier parce que c'est un vaste programme, une très grande contribution que de vouloir amener, déjà, tu en as parlé, le personnel de santé, le personnel éducatif, mais surtout aider les familles. Ces enfants, ces parents qui se sentent complètement, parfois, qui se culpabilisent parce qu'ils se disent que c'est eux, en fait, qui ne gèrent pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, ce que tu engages là, de très fort et puissant. Donc, je tiens vraiment à te remercier. C'est pas rien, hein.
Vraiment pas rien. Oui. Et puis, ces enfants, c'est les adultes de demain. Exactement. Et voilà. Et on le sait maintenant, l'éducation nationale fait bien ce qu'elle peut. Moi, dans ma patientèle, j'ai des enseignants qui sont extraordinaires, qui font tout ce qu'ils peuvent, mais on n'est plus du tout dans les petites écoles d'avant, sauf quand on les retrouve en région, hein, dans la campagne, où en fait on peut avoir un nombre restreint d'enfants, et là on fait quelque chose de cousu main, d'extraordinaire avec ces petits. Là, les enseignants ont un cahier des charges incroyable, du fait de la dureté de l'existence. Et puis, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe actuellement, de la violence de certains jeunes, mais en fait, les enseignants sont obligés de faire la police, de cadrer, et ils ne peuvent pas en fait se mettre à la portée de ces enfants différents, qui parfois eux-mêmes deviennent agressifs, puisqu'ils ne sont tellement pas entendus et compris que c'est leur seule façon de se faire écouter. Ouais. Et malheureusement, d'autres fois, dépriment, ils se sabotent, il y a des somatisations, on voit certains médecins comprennent que ces enfants ont des problèmes psychologiques qui ne tiennent pas nécessairement à la famille, parce que auparavant, en fait, on pensait que, et c'était relativement vrai, la plupart des problèmes des enfants venaient de leur milieu familial. Et maintenant, on se rend compte il y a vraiment le contexte social, le contexte culturel, l'école aussi, qui est très maltraitante. Et on n'a pas le droit de faire l'école à la maison, sauf grande exception, aussi parce qu'il y a eu des abus, il y a eu des mouvements sectaires hyper religieux, trop traditionnels, qui malheureusement coupaient les enfants des autres et d'une éducation classique. Donc les parents sont très démunis, et c'est vrai qu'ils se remettent beaucoup en question, ils se demandent, tu as raison Salah, mais qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai raté avec mon enfant, et c'est vrai que pour pouvoir accompagner ces familles, pour les déculpabiliser, pour leur donner des conseils aussi, pour mieux comprendre, écouter ces enfants, c'est une grande ressource et un grand soulagement pour eux, c'est vrai. Merci beaucoup Patricia. On ne se lasse pas d'écouter ce que tu nous partages ce soir. C'est un message fort. On est entre Indigo ce soir. On se sent toutes et tous concernés. On a Sagesse Indigo qui nous fait savoir qu'il est hypersensible, indigo à l'âge de 13 ans. Une EMI, il a fait une EMI. Voilà. Ça, c'est des choses aussi qui arrivent assez souvent, j'imagine, chez ces enfants. Voilà. En tout cas, ces enfants ont une grande porosité, et ils ressentent à la fois le visible et l'invisible pour beaucoup. Donc dans le visible, il y a l'hyperesthésie, l'hypersensibilité, ils sont très empathiques, et dans l'invisible, vous avez effectivement toutes les énergies. Là, j'ai eu le témoignage avec la toute nouvelle association qui vient de se créer, Enfants Médium, d'une petite fille de 8 ans qui voit les couleurs autour des gens. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, c'est ce que je voyais aussi. Et effectivement, au début, on croit que tout le monde est pareil. Et ensuite, quand on en parle autour de soi, on se rend compte que, eh bien non, c'est pas du tout ça, et on vous regarde bizarrement. Donc là, cette petite fille a la chance d'avoir une maman énergéticienne, donc qui comprend parfaitement, mais qui est probablement indigo, cette dame, alors que l'enfant peut être arc-en-ciel ou cristal. Mais c'est pas toujours le cas, puisque ce que je disais aussi en début de présentation, c'est qu'auparavant, beaucoup de ces enfants-là, qui avaient des capacités extraordinaires, c'est-à-dire ce qu'on appelait paranormal auparavant, étaient très peu nombreux, et avaient très souvent un aïeul qui avait des capacités qui n'étaient pas nécessairement les mêmes. Un enfant médium, par exemple, peut avoir un grand-père qui est magnétiseur. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, et ils arrivent dans des familles qui ne sont pas toujours des familles indigo, et qui est démunie parce qu'elle ne comprend pas. Et les éducateurs, les professeurs des écoles, les médecins qui ne sont pas ouverts, c'est pour ça que j'espère que ça va vraiment s'ouvrir, disent aux parents que leur enfant il a un problème psychologique. C'est comme ça que nous, en bout de course, nous les psychologues ouverts au transpersonnel, la psychologie transpersonnelle, eh bien, on accompagne ces enfants. Je tiens cependant à préciser qu'il est toujours très important pour les familles, lorsqu'un enfant présente un certain nombre
caractéristiques, de difficultés, de faire un petit bilan médical. Parce que certains de ces enfants peuvent avoir en plus ou à la place, en fait, avoir des problèmes de santé qui soient fonctionnels, qui soient psychologiques, psychiatriques, neurologiques. Et il ne faut jamais passer à côté d'un risque de problème de santé. Donc, c'est toujours, la plupart du temps, les enfants que je vois ou les personnes que je vois ont déjà consulté un médecin ou un psychiatre ou un pédopsychiatre, surtout pour faire un point et soigner s'il y a des choses à soigner qui sont de l'ordre fonctionnel, par exemple, ou physiologique. Parce que parfois, c'est simplement ça. On le voit, bon, la médecine classique, la psychiatrie classique, avec un enfant ou un adulte qui va dire qu'il entend des voix, qu'il voit des formes, va dire que, immédiatement, avec la grille de lecture traditionnelle que nous pouvons avoir en tant que psy, va dire que c'est de la schizophrénie. Ça, c'est un exemple. Mais parfois, c'est vrai. Très peu d'enfants ont sont atteints de schizophrénie. Malheureusement, c'est souvent à l'adolescence, chez les jeunes adultes, que ça commence à se développer. Mais il ne faut pas passer à côté d'un risque de décompensation psychotique. Ensuite, il y a certains de mes collègues qui expliquent que, en fait, les psychoses, comme, évidemment, c'est tout à fait différent, mais comme les enfants autistes, seraient aussi l'expression d'un trouble lié à une société très, très violente, à une société dysfonctionnelle. Et que donc cette dysfonctionnalité serait en fait simplement l'expression d'un trouble qui mettrait en avant le fait qu'on est dans une société dysfonctionnelle. Donc ça, c'est une hypothèse, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire un petit bilan pour accompagner, soigner, parce que certaines personnes et certains enfants qui ont ces troubles-là souffrent énormément. Et on a des moyens, on a des traitements qui sont adaptés et qui peuvent aider aussi au confort de ces enfants et de ces familles. Donc ça, je tiens à le préciser, c'est vraiment important. Ne pas s'engouffrer dans l'idée que, on entend des voix, on voit des formes, des esprits, et on est automatiquement médium, bien sûr, avec des capacités. C'est peut-être uniquement l'expression d'une pathologie. Et on peut aussi, bien sûr, vivre des expériences extraordinaires et avoir en plus des pathologies. Donc, ça, c'est vraiment quelque part un petit peu pointu. Et nous, en tant que psy, on utilise ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, c'est-à-dire ça permet de faire la part des choses entre deux expressions de ce qu'on pourrait appeler une maladie, en tout cas quelque chose qui ferait penser à la maladie, avec des symptômes similaires. Et en fait, avec ce diagnostic différentiel que les psychologues et les psychiatres connaissent bien, les pédopsychiatres, ça nous aide aussi à repérer et à faire la part des choses entre une affection fonctionnelle, quelle qu'elle soit, et simplement une caractéristique psychologique, spirituelle d'une personne. Merci Patricia. Tu le disais, de toute façon, tu travailles de concert avec les personnels de santé, et en effet, très important de savoir. Oui, c'est vraiment important. Si une personne n'a pas vu un médecin et que des fois, c'est pas en une séance, hein, ça peut être difficile de pouvoir se faire une idée. C'est pas toujours évident du tout. Je demande toujours est-ce que vous avez fait un bilan, est-ce que vous avez été voir votre médecin, qui avez-vous consulté, quels sont les éventuels diagnostics qu'on vous a proposés. Super. Je crois qu'on va rejoindre notre premier atelier. Est-ce que tout est bon? Oui, tout est quasi bon. Je sais qu'on posera peut-être cette question. Je la pose maintenant et on aura la réponse dans l'atelier. Allez. Tu parlais du mal-être, des difficultés des enfants. C'est peut-être aussi le même schéma pour les professeurs qui sont eux-mêmes peut-être indigos et qui ont une démarche de manœuvre encore plus compliquée, parce que déjà entre professeurs, entre guillemets des normans pensants et des indigos, il y a déjà aussi des grandes difficultés chez les adultes. Professeurs eux-mêmes déjà ont du mal déjà à gérer eux-mêmes leurs caractéristiques et de pouvoir s'exprimer pleinement dans l'éducation nationale, ce qui n'est pas facile, sans être catégorisé, marginalisé ou autre, je ne sais pas. Bon, enfin, on va prendre le temps de cette réponse de Patricia dans l'atelier
C'est Ouais. intéressant. C'est parti. Dans je suis en l'atelier privé. Je voulais juste inviter Christina à bien, quand vous accédez à l'atelier, quand vous procurez les ateliers, à bien regarder votre boîte email pour nous suivre maintenant sur le lien privé. Ce lien va maintenant se terminer. Vous allez maintenant nous suivre sur le lien privé. Annelise est en train de faire la bascule. Regardez bien votre boîte mail et vous nous suivez avec le nouveau lien qu'on vous a donné via le grand changement. Merci à tous et merci encore. Alors, on y est presque. Ok. Presque. J'y suis. Hop.